Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau Facebook Live confiné, un des derniers de notre période de confinement avant le 11 mai et de démarrer le début du déconfinement, puisqu'on a compris que les choses seraient évidemment progressives. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, à cette occasion. Bienvenue Sibeth, merci Merci beaucoup. de participer avec nous. Voilà, le but de ces Facebook Live, c'est de donner le maximum d'informations utiles possibles. On sait que dans la période, c'est extrêmement important d'informer, parfois aussi de lutter contre les fausses informations qui peuvent tourner, qui peuvent être dangereuses aussi pour la santé des Français. Et donc, on privilégie ce canal pour répondre aux questions des internautes, qu'ils soient marcheurs, qu'ils soient non marcheurs, tous ceux qui nous suivent, et ils sont nombreux à nous suivre dans ces moments-là. Alors, c'était important de le faire avec toi et je suis content d'avoir ce moment parce qu'on est dans un moment qui est très important. Quelques jours après la présentation de la stratégie de déconfinement du Premier ministre à l'Assemblée nationale, puis en début de semaine au Sénat, à la veille d'un jour qui est un jour important puisque c'est un rendez-vous qu'avait fixé le Premier ministre le 7 mai. C'est le jour où on fera le point sur la situation sanitaire qui conditionnera d'une certaine façon notre capacité à démarrer le déconfinement. Et donc, je pense que c'est important peut-être, et je vais te poser la première question avant de prendre les questions des internautes, d'expliquer pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de démarrer ce déconfinement et pourquoi le gouvernement a choisi de le faire maintenant ou d'ici quelques jours en tout cas. Merci beaucoup Stan pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de pouvoir participer avec toi à ce live confiné de La République en marche. Alors pourquoi déconfiner? D'abord peut-être que c'est important de se rappeler à quoi ça a servi de confiner. Quand le président de la République et le Premier ministre ont décidé de mettre en place cette mesure absolument inédite qui est celle du confinement, c'était parce que on était au tout début d'une vague épidémique et on avait peur que ça se transforme en tsunami. On avait peur que le système sanitaire n'arrive pas à absorber tous les malades potentiels qui pouvaient atterrir à l'hôpital. Et donc, on a fait un choix qui était un choix inédit pour notre pays et en même temps très dur pour tous les Français parce que on mesure tous que ça représente encore aujourd'hui d'être confiné et de pas pouvoir avoir la liberté de mouvement qu'on a habituellement. Et ça a marché. Ça a marché parce que au début, avant le confinement, on avait un taux de contagiosité du virus, ce fameux R0 dont vous avez sans doute entendu parler, qui était de 3. Autrement dit, une personne qui était malade, qui présentait les symptômes du Covid-19, était susceptible de contaminer 3 autres personnes. Avec le confinement, on a réussi un tour de force extraordinaire tous ensemble. On a réussi à faire en sorte que ce taux de contagiosité soit de l'ordre de 0,5, 0,6, 0,7, ce qui veut dire au fond que chaque semaine, lorsqu'il y a 10 personnes qui sont contaminées, elles n'en contaminent plus que 5, 6, 7 la semaine suivante, pour schématiser en quelque sorte. Ça a été une victoire énorme qu'on a réussi à obtenir parce que tous ensemble, on s'est conforté, on s'est conformé aux demandes, à la demande et à l'imposition du confinement. Mais le confinement, malheureusement, il a eu aussi des effets négatifs. Il a eu des effets négatifs d'un point de vue sanitaire, parce qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui renonçaient à faire certains soins, par exemple des soins de dépistage des cancers, qui n'arrivaient plus à aller chez le médecin, parfois par crainte de déranger le médecin, parfois par crainte d'attraper le Covid en allant à l'hôpital ou chez leur médecin traitant, et qui du coup avaient certaines pathologies chroniques, comme par exemple du diabète ou de l'hypertension, qui étaient plus bien suivies. On a aussi vu, par exemple, qu'on avait des suivis de grossesse qui se faisaient pas bien avec des échographies, les fameuses échographies trimestrielles qui se déroulaient pas au bon moment. Donc, on avait quand même des craintes sur le sanitaire à cause du confinement. Et Les puis, vaccinations des enfants aussi. exactement, pour la vaccination des enfants. Et donc, ont émergé aussi, en dehors de ces craintes sur le sanitaire, hors Covid, des craintes sociales. Parce que on s'est rendu compte que plus le temps passait et plus on avait, notamment pour les enfants, de la désocialisation, des difficultés pour les plus petits à pouvoir être autonomes dans le travail qui était fait à distance avec l'école, malgré tous les efforts de l'éducation nationale. Et puis, on a aussi des enfants qui, parce qu'ils n'ont pas forcément, ils sont pas dans un milieu social en fait qui est très favorisé, sont dans une difficulté supplémentaire. Et au fond, la crise du coronavirus avec le confinement, ça a exacerbé des inégalités existantes. Aussi pour des gens qui
sont, j'allais dire, aux marges du marché du travail, qui enchaînent les petits jobs, qui ont des contrats courts, des CDD qui se renouvellent et qui, du coup, avec l'arrêt total de l'activité économique, se trouvaient dans des situations très difficiles et venaient dans les banques alimentaires alors qu'habituellement, ils n'en étaient pas usagers. On a eu aussi des alertes, évidemment, sur les violences intrafamiliales. On a vu qu'il y avait une augmentation importante du nombre de signalements sur les différentes plateformes téléphoniques ou Internet pour les violences sur les femmes, pour les violences sur les enfants. Et ça nous a amené à considérer qu'il fallait envisager le déconfinement. Mais ce déconfinement, on ne l'envisage évidemment que dès lors qu'on a réussi à maîtriser la vivacité de l'épidémie. Elle n'a pas disparu, c'est très loin d'être le cas, mais on a réussi à contenir les choses. On a réussi à faire en sorte que notre système de santé soit jamais submergé, et ça n'a été à aucun moment le cas. Jamais on a dû trier des patients pour dire que certains avaient le droit ou pas de pouvoir bénéficier de soins. On n'a jamais été dans cette situation-là. Donc les choses sont stabilisées maintenant avec une décrue lente et régulière du nombre de gens qui sont hospitalisés en réanimation. C'est donc le bon moment pour entamer quelque chose qui va être très progressif, qui ne nous fera jamais revenir à la vie normale, tout du moins dans les mois à venir, qui est ce fameux déconfinement. Ouais, c'est vrai que tu as raison de revenir sur cette période de confinement et aussi sur les difficultés que ça génère. Alors je le dis à ceux qui nous écoutent, vous pouvez réécouter les lives. On en a eu avec Marlène Schiappa, avec des questions très précises sur les violences intrafamiliales notamment, avec Adrien Taquet sur la question de l'enfance. Ce sont des questions qui sont essentielles et je vous invite vraiment si vous avez des questions sur ces sujets, pouvoir regarder ces lives. Alors, on se projette maintenant sur le déconfinement. Le Premier ministre l'a indiqué, ça sera sur la base de données rationnelles qu'on va continuer à avancer. Il y a une stratégie qui consiste à poser des bornes d'une certaine façon dans le temps pour faire les choses progressivement. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent comment ça va fonctionner et notamment comment va fonctionner la fameuse carte de la situation sanitaire qui sera présentée demain par le Premier ministre? Il y avait 3 couleurs jusque-là. Demain, on change. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, notre stratégie depuis le début pour construire ce déconfinement progressif, ça a été de penser selon 3 principes. Le premier principe, c'est que c'est pas parce qu'on déconfine qu'on doit plus être en capacité de protéger d'un point de vue sanitaire les Français. Donc, pendant le déconfinement, il faudra maintenir tous ces gestes barrières qu'on a appris et qu'on a découvert au cours du confinement, tousser dans son coude, se laver les mains très régulièrement, garder un mètre de protection vis-à-vis de ceux qui nous entourent, et ça devra perdurer. On a ajouté une chose nouvelle par rapport à ces gestes barrières, c'est un geste barrière supplémentaire qui est le port du masque, en sachant bien le porter, ce qui n'est pas forcément évident, en sachant aussi qu'il ne protège pas, il n'exonère pas de tout le reste. C'est une protection au fond qui est assez altruiste, avec l'idée que c'est parce qu'on se met un masque dans certaines circonstances, dans les transports, quand on est dans des endroits où il y a beaucoup de densité de personnes, que en s'empêchant de postillonner à l'extérieur du masque, en fait, on protège les autres. Et quand tout le monde en porte dans un lieu confiné, en fait, on se protège mutuellement. Le deuxième pilier de notre stratégie, ça a été finalement isoler, enfin d'abord de tester les malades, et donc on va développer beaucoup notre capacité de test. On sera à 700 000 tests par semaine à compter de la semaine prochaine, et ça a été aussi de dire, en fait, dès qu'on repère quelqu'un qui est symptomatique, qui présente le Covid-19, il faut remonter la chaîne de contamination et trouver tous ceux qui autour de lui, que cette personne les connaisse ou ne les connaisse pas, on aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus, puissent être prévenus, se mettre à l'isolement le temps d'être testés, pour qu'on puisse, au fond, toujours retracer le cheminement de l'épidémie. Pour pouvoir, une fois qu'on a ça, on peut disposer d'indicateurs qui nous permettent de savoir comment évolue l'épidémie et au fond si ce qu'on est en train de faire fonctionne ou ne fonctionne pas. C'est la raison pour laquelle on a mis en place 3 types d'indicateurs. Des indicateurs qui sont ce que j'appellerais des indicateurs précoces, qui nous permettent très vite de regarder comment le virus se propage, et c'est le calcul du nombre de nouvelles contaminations chaque jour ou chaque semaine. Ça nous permettra de savoir très vite si le taux de contagiosité, pour revenir un peu en arrière dans le live, le fameux R0, il augmente, il se maintient en dessous de 1, ou voire même, extraordinaire, si on arrive encore à le faire baisser. Et puis, on a une série d'indicateurs qui vont être des indicateurs qui nous permettent d'apprécier, au fond,
comment est-ce que le système de santé peut absorber ou pas tous ces malades qu'on a détectés. Ce sont des indicateurs qui nous permettent de savoir le taux d'occupation des lits en réanimation. Là, j'attire votre attention sur le fait que, en fait, dans les lits de réanimation, vous avez un pourcentage de patients Covid et un pourcentage de patients non Covid. Aujourd'hui, on a à peu près 10 000 lits de réa qui sont disponibles en France. On en a une augmentation très forte par rapport à la situation existante. C'est aussi le signe que l'hôpital a été capable d'une réaction absolument extraordinaire. C'est aussi un motif de fierté énorme parce qu'on a réussi non seulement à augmenter fortement, donc à doubler, puisqu'on en avait 5 000 au départ, le nombre de lits de réanimation en très très peu de temps. Et en plus, on a réussi aussi à répartir les patients entre les régions. Et le monde entier regarde comment est-ce qu'on a réussi à mettre en place les TGV sanitaires, les évacuations par hélicoptère, par avion de l'armée, etc. Parce que ça a été vraiment la démonstration du fait qu'on avait un système de santé qui était très solide et dont les personnels se mobilisaient malgré tout énormément. Donc, tout ça pour dire à la fin que on a donc un indicateur précoce, c'est savoir détecter rapidement le nombre de cas. Donc, j'encourage vraiment à partir du déconfinement, à partir du 11 mai, tous les gens qui ont des symptômes, qui ont un doute, à suivre le circuit pour se faire tester, parce que c'est grâce à ça qu'on pourra vraiment limiter la propagation de l'épidémie. Un indicateur qui est un indicateur un peu plus retardé, qui est celui du nombre de lits disponibles en réanimation, donc du taux de saturation dans les hôpitaux. Et un troisième indicateur qui là aussi est très important, c'est la capacité à mettre en place le système de test et d'isolement des malades. Et donc cet indicateur, on va commencer à le présenter à partir du moment où on est en déconfinement, puisque jusqu'à maintenant, la coloration rouge, orange ou verte des cartes ne dépendait que de deux indicateurs, donc celui sur le nombre de contaminations et celui sur la saturation des réanimations et des hospitalisations de manière générale, ce qui nous a permis en fait de commencer à faire de la pédagogie sur ce que c'était être un département rouge, un département vert ou un département orange. La couleur orange, elle va disparaître à partir du moment où on sera déconfiné. On n'aura plus qu'une classification rouge et une classification verte. Et ça permet plusieurs choses. Ça permet d'abord d'avoir une idée, et c'est un élément de transparence démocratique que je trouve hyper important, de savoir où on se situe par rapport à la circulation du virus. Ça, c'est, je trouve, un élément qui est important. C'est une carte qui sera présentée tous les jours. Il faut préciser ça à ceux qui nous écoutent. Et c'est pas l'idée de pointer du doigt tel ou tel département, parce qu'on a parfois ces retours-là, comme s'il y avait une sorte de jugement d'une certaine façon derrière la cartographie. C'est vraiment des informations très factuelles et qui peuvent évoluer, dont le but est qu'elles évoluent d'ailleurs vers le vert progressivement. Exactement. L'idée, évidemment, pas du tout de stigmatiser les gens en disant si vous êtes dans un département rouge, c'est parce que vous vous comportez mal. C'est pas du tout le sujet. C'est vraiment un indicateur sanitaire qui permet de savoir où on en est exactement de l'évolution de l'épidémie. Et puis, ça nous permet aussi, en fonction de l'évolution du vert vers le rouge, malheureusement, ou du rouge vers le vert quand on est dans une situation plus heureuse, au fond, de pouvoir adapter plus finement les règles qu'on a en vigueur pour le déconfinement. Je vous donne un exemple. On a décidé que les parcs et les jardins pourraient réouvrir dans les départements verts et que ça ne serait pas le cas dans les départements rouges. Donc ça, c'est une différence entre les deux types de départements. Pareil dans les commerces. Pour l'instant, on a décidé que quand on était dans une zone rouge, le propriétaire ou le gérant d'un commerce avait la possibilité d'exiger le port du masque à l'intérieur de son commerce parce qu'on était dans une zone rouge et ce ne sera pas le cas dans les zones vertes. Autre exemple, on va faire une différence sur… hop, ça coupe pas, c'est bon. Bref, je vais pas faire trop long, mais en gros, l'idée, c'est vraiment que grâce à cette classification rouge-vert qui est pas du tout stigmatisante, on puisse adapter finement ce qui est possible et ce qui est pas possible pendant les premières phases de déconfinement. Voilà. Ouais. Non, mais c'est important que tu donnes ces précisions parce qu'on va vivre avec cette carte pendant de nombreuses semaines, 2 mois, malheureusement. Et donc c'est important d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Alors, il y a beaucoup de questions, comme tu t'en doutes. Tu as présenté la situation donc, de cette carte par département. Il y a des questions sur les capacités de déplacement. Le Premier ministre a annoncé une limitation des déplacements à 100 km avec quelques dérogations, 100 km de son lieu de vie. Il y a des questions là-dessus pour comprendre comment ça va marcher, quelles sont les dérogations, pourquoi c'est 100 km,
Est-ce que c'est une limitation de la liberté de circulation qui est acceptable ou pas? Beaucoup de questions autour de cette question de cette liberté de déplacement et les 100 km. Alors déjà, il faut avoir en tête que on est en ce moment sous le régime de la loi d'urgence sanitaire qui permet, au nom de la lutte contre le Covid, d'avoir une restriction de nos libertés de manière générale et en particulier notre liberté de circulation. À partir du moment où on va rentrer dans le déconfinement, l'idée, c'est de permettre de passer d'un régime d'entrave, on n'avait pas le droit de sortir, sauf si on avait une bonne raison, et c'est ce qu'on mettait sur nos attestations, à un régime où on a la liberté de sortir. Mais néanmoins, les scientifiques, les médecins nous expliquent qu'il faut éviter les trop grands brassages de population à l'échelle nationale. Et c'est la raison pour laquelle on a mis cette limite de 100 km pour se déplacer qui correspond peu ou prou à votre bassin de vie habituel, c'est-à-dire le rayon dans lequel vous allez travailler, faire vos courses, rencontrer vos amis le cas échéant. Et donc ce rayon-là, c'est au fond une forme de protection qui permet de faire en sorte de ne pas mélanger de trop les gens qui viennent de différentes zones du territoire. C'est notamment parce qu'on avait des restrictions de liberté dans nos déplacements que on a fait en sorte que le quart nord-est de la France qui était le plus impacté ne contamine pas le grand ouest, sud-ouest. Et ça a été une vraie victoire du confinement. Donc l'idée, c'est de continuer un peu ça. Cette histoire d'éviter les brassages de population, ça se traduit aussi, par exemple, par le fait qu'on va pas autoriser les grands musées à ouvrir, mais qu'on va autoriser les musées, on va dire, de plus petite taille avec une moindre fréquentation. Parce qu'on sait qu'un grand musée, si je prends le Louvre, par exemple, si je prends le musée Pompidou à Paris, c'est des musées qui drainent des gens qui viennent pas que de Paris intramuros. Ça draine des gens de toute l'Île-de-France, donc de toute la région, mais ça draine aussi des gens de la France entière. Et donc, c'est des musées qui sont très attractifs de ce point de vue-là. Et du coup, ça fait des brassages de population. Alors que quand vous êtes dans des musées qui ont une moindre fréquentation, ce qu'on appelle des petits musées, je trouve pas ça très sympa pour les musées en question. En taille. En taille. Voilà, on a moins de fréquentation, donc potentiellement, ils ont une zone de visiteurs qui viennent plutôt d'autour du musée, et donc ça permet d'éviter les brassages de population. Et c'est aussi la raison pour laquelle, par exemple, on a décidé de donner la possibilité au préfet de fermer les centres commerciaux de plus de 40 000 m². Parce qu'en fait, on sait que les très grands centres commerciaux comme ça, c'est des centres commerciaux où on draine des gens qui viennent de plusieurs régions différentes. Donc voilà, cette limitation de 100 km, elle résulte d'une idée qui est d'éviter les trop grands brassages de population. Il y a des questions sur les dérogations possibles pour pouvoir se déplacer à plus de 100 km. Est-ce que tu peux préciser un petit peu les choses là-dessus? Alors pour les dérogations, en fait, ça fonctionne un peu dans l'idée comme les dérogations qu'on avait pour le confinement, c'est que on pourra dépasser cette limite de 100 km si on a un motif familial ou professionnel impérieux. Imaginons par exemple que vous êtes un transporteur routier, en fait, vos marchandises et votre camion doivent traverser plusieurs départements, voire plusieurs régions, voire le pays tout entier. Donc c'est un motif professionnel impérieux. Imaginons par exemple que vous ayez un proche, un parent âgé ou quelqu'un en situation de handicap que vous voulez pouvoir aider, ce qui est bien normal et c'est important d'avoir cette solidarité-là. Et ben, ça fait partie des motifs familiaux impérieux aussi. Les choses seront précisées par le ministre de l'Intérieur pour savoir comment est-ce que on vérifie, on contrôle ces fameux motifs impériaux et ça va être dévoilé dans les tout prochains jours. Voilà. Bon, parfait. Alors ça c'est vraiment la partie protection. Tu parlais tout à l'heure de notre stratégie qui repose aussi sur la capacité à tester. Il y a beaucoup de questions que ça suscite sur le fait de tester tout le monde ou pas tout le monde. Il y a des pays voisins qui ont testé plus massivement que nous. C'est vraiment une question qui revient extrêmement souvent. Pourquoi est-ce que on va limiter les tests à ceux qui ont des symptômes notamment? Tu l'évoquais tout à l'heure. Ça fait partie des questions que les gens qui nous regardent se posent. Alors, vaste sujet que le sujet des tests qui en plus a donné lieu beaucoup à des comparaisons internationales. Je voudrais peut-être commencer par vous rappeler quelle a été depuis le début de l'épidémie notre politique de test. Quand on était à la phase 1 de l'épidémie, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de personnes qui étaient malades en France et c'était toujours des cas importés, c'est-à-dire des gens qui venaient de l'étranger
Et on pouvait à ce moment-là identifier les chaînes de contamination. Je sais pas si vous vous en souvenez parce que c'était il y a déjà 2 mois, mais on avait eu des touristes chinois notamment qui venaient de Wuhan et du Hubei, qui était l'épicentre de l'épidémie en Chine et qui étaient positifs au coronavirus. À ce moment-là de l'épidémie, en fait, on testait systématiquement toutes les personnes qui étaient symptomatiques. Ça permettait de remonter très finement les chaînes de contamination. Une fois qu'on est passé au stade 3 de l'épidémie, c'est-à-dire qu'on avait une circulation malheureusement active du virus sur tout le territoire national, on est passé à ce qu'on appelle une surveillance syndromique. Alors, c'est des mots que j'ai découverts au fur et à mesure de l'apprentissage de ce que c'était le coronavirus. Mais cette surveillance est la même qu'on a avec le réseau de médecins sentinelles qui est activé pendant les épidémies de grippe ou de gastro-entérite, qui nous permettent au fond de dire qu'à chaque fois qu'une personne appelle son médecin pour décrire des symptômes ou bénéficie d'une consultation dans laquelle les symptômes décrits correspondent aux symptômes types du coronavirus, on la compte comme une personne qui est Covid+, même si elle n'a pas été directement testée. Parce qu'on est dans un moment où majoritairement les gens qui présentent ce type de symptômes sont bien des gens qui sont malades du coronavirus. Et cette surveillance syndromique, elle s'est affinée évidemment au fur et à mesure que on avait une meilleure connaissance de la maladie, des nouveaux symptômes qui sont apparus, par exemple comme la perte de l'odorat et du goût. Maintenant qu'on va être déconfiné, on va au fond un peu se retrouver dans la situation de la première phase de l'épidémie, où à partir du moment où les gens ont une plus grande liberté de circulation, il faut qu'on soit capable très vite de détecter les personnes qui sont malades, les personnes avec qui elles ont été en contact, qu'elles soient symptomatiques ou non d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle on va très fortement augmenter notre capacité de test, ce qu'on a fait crescendo en fait pour se préparer au déconfinement depuis plusieurs semaines déjà. Et le calcul pour savoir combien de tests seront nécessaires, il est relativement simple. Je suis pas hyper forte en calcul mental, mais je vais essayer de vous le faire. En gros, les modélisateurs, donc ceux qui essaient d'avoir des projections pour savoir combien de personnes vont être malades à partir du moment où il y aura le déconfinement, nous disent qu'on aura aux alentours de 3000 nouveaux cas par jour. Chacune de ces 3000 personnes potentiellement malades, compte tenu de la vie sociale qu'on va avoir à partir du déconfinement, aura été susceptible d'infecter 25-30 personnes. Donc, vous multipliez 3000 par 25-30 que vous multipliez par 7 jours, et ça vous amène à devoir réaliser quelque chose comme 500 ou 525 000 tests par semaine. On a pris une marge de sécurité supplémentaire en rajoutant 200 000 tests en plus. Donc, on arrive au chiffre de 700 000 dont vous avez entendu parler, ce qui nous permettra, si on a plus de nouveaux cas que prévu, de pouvoir répondre à la demande, mais aussi de continuer des campagnes de tests dans des endroits un peu spécifiques. Ce qu'on a fait pour les EHPAD, par exemple, on pourrait être amené à le réaliser si on avait un nouveau foyer épidémique qui surgissait dans une ville, dans un quartier. Ça permet d'élargir la politique de test. L'idée à chaque fois, c'est que vous avez un symptôme, vous avez le sentiment que ça peut être le Covid, vous avez une consultation médicale qui vous oriente vers un test. On commence à retracer les gens qui autour de vous sont susceptibles d'avoir été contaminés. Ils sont prévenus pour eux aussi se faire tester et se mettre de toute façon à l'isolement en attendant d'avoir le résultat de leur test. Ouais, c'est important et peut-être qu'on va revenir sur ce point des chaînes de contamination potentielles. Juste une question concrète. Si je suis testé et testé positif, quelle est la démarche à suivre ensuite ? Alors, dès lors qu'on est testé positif, on va d'abord avoir un dialogue avec le médecin chez qui on a été ou avec qui on a été en contact par téléconsultation, qui va commencer à nous poser des questions sur les gens qui nous entourent dans notre cellule familiale. Ça permet d'avoir une première idée des cas contacts. Ensuite, on va être appelé par une brigade d'anges gardiens, des enquêteurs sanitaires qui vont en fait un peu approfondir les choses sur votre chaîne de contact, qui vont remonter un peu dans le temps avec vous, pour vous dire où est-ce que vous avez été, avec qui vous avez été en contact, au travail par exemple, dans votre sphère amicale, dans les transports en commun le cas échéant, et peut-être que ce sera l'occasion de parler de cette fameuse application Stop Covid. Et puis, ces personnes vont être prévenues. Donc, quand on les connaît, on peut donner leurs coordonnées et à ce moment-là, elles peuvent être prévenues pour que, ou on peut aussi soi-même les prévenir, pour qu'elles puissent se mettre à l'isolement et se faire tester elles-mêmes. L'idée, vraiment, c'est d'essayer, comme on a pu le faire dans les tout premiers foyers épidémiques, je vous rappelle dans l'Oise à Crépy-en-Valois, je vous rappelle les Contamines de Montjoie en Haute-Savoie, de faire en sorte que on puisse repérer vite les malades et rapidement
les isoler du reste de la population, de manière volontaire évidemment, pour qu'ils ne transmettent pas la maladie. Et je pense que c'est à ce prix-là qui est évidemment contraignant pour les gens qui vont être isolés, parce que après 8 semaines de confinement, si on est testé positif le 11 mai et qu'on doit se refaire 2 semaines d'isolement, c'est dur. Mais c'est aussi à ce prix-là, et parce qu'on est altruiste et qu'on a envie de protéger les autres, qu'on pourra continuer à contenir l'épidémie. Ouais. Alors, tu évoquais ces brigades sanitaires. Là, Olivier Véran a parlé effectivement de brigades d'anges gardiens. Ça porte bien leur nom. Ça veut dire que la plupart des enquêtes sanitaires, elles vont être manuelles, en contactant les gens de notre entourage. Et tu évoquais les questions difficiles dans des métropoles, par exemple, des transports en commun, où forcément, par nature, on ne connaît pas les gens qui nous entourent dans les transports en commun. C'est pour ça qu'il y a des outils numériques. Il y a un outil numérique en particulier qui a été développé par le gouvernement. Tu l'as évoqué, ça s'appelle Stop Covid. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus pour ceux qui nous écoutent? Alors, le cœur de ce qu'on appelle le contact tracing, c'est-à-dire l'identification des personnes qui font partie d'une chaîne de contamination à partir d'une personne malade, c'est vraiment l'action humaine. Le fait que vous ayez des gens qui en plus peuvent vous donner des éléments sur la distanciation sociale, les mesures de protection, la manière de gérer votre vie de personne isolée. Ça, c'est le cœur du contact tracing. Mais il y a des situations parce que vous avez été dans un commerce, parce que vous avez été dans un transport en commun où vous ne connaissez pas forcément les gens qui ont été en contact rapprochés avec vous pendant une certaine durée. Mais ces gens-là, ils ont quand même aussi le droit d'avoir l'opportunité de savoir que peut-être ils ont été contaminés. Et c'est là qu'intervient le numérique. Le principe de l'application Stop Covid, c'est de faire dialoguer des portables par Bluetooth. Donc ça ne repère pas, ça ne géolocalise pas l'endroit où vous avez été. Donc c'est assez protecteur de la vie privée de ce point de vue-là. Mais ça met en contact les téléphones Bluetooth. Et lorsque une personne signale dans l'application qu'elle a été testée positive, ça alerte tous les portables avec lesquels elle a été en contact Bluetooth, ce qui permet aux personnes de se dire « Ah mais attention, j'étais dans telle rame de métro à telle heure, dans un rayon relativement restreint autour d'une personne qui a été testée positive. Moi aussi, je dois me poser la question et moi aussi, je peux faire la démarche de test. » Évidemment, on n'a jamais utilisé ce type d'application en France. Ça pose plein de questions qui sont totalement légitimes sur les libertés publiques. Est-ce que je suis suivie par l'État qui peut repérer mes déplacements en permanence? Comment sont gérées mes données personnelles? Parce qu'au fond, ça devient une donnée médicale à partir du moment où on renseigne dans l'application le fait qu'on a été testé positif au Covid. Toutes ces questions-là, elles méritent un débat public. Moi, je le crois très profondément. Nous, au gouvernement, on considère qu'on a mis des lignes rouges. Protection des données suivant le règlement européen, anonymat pour ce qui est des données, volontariat évidemment pour pouvoir télécharger l'application, code de l'application en open source pour que tous ceux qui en ont la compétence technique puissent vérifier que les spécifications. Alors visiblement, nous avons un problème technique. Je ne sais pas si on va récupérer Sibeth. On va se laisser quelques secondes. Sinon, ça sera la fin de notre Facebook Live. Malheureusement, en attendant que Sibeth puisse revenir, peut-être que je vais compléter sur le dispositif Stop Covid, effectivement, pour dire que cette application, elle était en cours de préparation par le gouvernement. Ah, j'ai retrouvé Sibeth, ok. Moi, je prolongeais ton propos sur Stop Covid en attendant ton retour, mais je te laisse peut-être conclure sur ce sujet-là. Bon, donc voilà, à la fin, c'est une application pour laquelle on essaie de prendre le maximum de protection et de précaution parce que c'est évidemment quelque chose qui est intrusif dans nos vies. On a eu l'occasion très longuement d'en discuter autour du secrétaire d'État au numérique qui s'appelle Cédric O, pour que vraiment le maximum de précautions soient prises. Mais c'est tout à fait naturel qu'on ait un débat public, donc politique, sur ce sujet-là. Du coup, dès lors que l'application sera prête, ce qui ne saurait tarder pour une phase de test, on aura un débat à l'Assemblée nationale
qui permettra à tout un chacun non seulement de poser des questions pour aller vraiment au fond du sujet et pas être que dans le fantasme que procure la crainte de Big Brother, mais vraiment d'aller au fond des choses, de comprendre techniquement de quoi il s'agit, de voir quel est l'intérêt et comment ça va être utilisé. Ouais, je voulais que tu puisses nous en dire un mot parce que c'est souvent une question qui revient. Et pour ceux qui veulent creuser le sujet, on a eu un échange avec Cédric O dans nos Facebook Live et donc vous pouvez regarder le live qui était dédié vraiment à cette question-là. Alors, je veux pas qu'on soit trop long. Notre engagement tous les soirs, c'est de faire une demi-heure, mais il y a tellement de questions évidemment et tu réponds bien volontiers à toutes les questions sur la crise. Je crois qu'on ne peut pas se quitter sans se dire un mot sur l'école parce que c'est quand même un sujet évidemment de préoccupation pour tous les parents, tout simplement. Tu en fais partie et j'en fais partie aussi. On se pose des questions là aussi bien légitimes sur le fait de remettre nos enfants à l'école. Alors, peut-être sans être trop long sur la question de l'école, parce que beaucoup d'informations ont été données, il y a un choix qui a été fait, qui est vraiment de faire avec les collectivités. Est-ce que peut-être tu peux nous dire un mot là-dessus, sur la liberté qui est laissée aux collectivités d'organiser les choses, de prendre les bonnes décisions, quelle est la latitude et quel accompagnement des collectivités on pourra avoir pour leur permettre de réouvrir les écoles? Alors d'abord, je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent que je comprends complètement qu'il puisse y avoir de la peur parce que on vient de passer presque 2 mois à l'heure où je vous parle confinés, où au fond on était dans un cocon familial très protecteur, en tout cas dans la plupart des cas, je l'espère. Et du coup, l'idée de lâcher ses enfants, moi je suis maman aussi, hein, l'idée de lâcher ses enfants en disant, notamment ceux qui sont petits, en disant on les ramène à l'école, d'autant plus qu'au tout début du confinement, on avait commencé par annoncer une fermeture des écoles en pensant à l'époque que les enfants pouvaient être des vecteurs supplémentaires de contamination. Du coup, c'est normal que les choses soient un peu embrouillées maintenant. Ce que je peux vous dire, c'est que on a eu à cœur, avec Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, de faire en sorte que la réouverture des écoles ne se fasse pas à n'importe quel prix. Notre objectif, il est bien que cette réouverture des écoles, elle se fasse dans des conditions de sécurité sanitaire optimales. C'est la raison pour laquelle il y a eu un dialogue très intense entre le niveau national, l'État, le ministère de l'Éducation nationale et les collectivités locales, en particulier les mairies pour l'ouverture des classes du primaire, parce que ce sont les opérateurs, si j'ose dire, techniques de proximité qui vont gérer la cantine, gérer le nettoyage des locaux, organiser l'arrivée et le départ des élèves au moment où ils rentrent dans l'établissement. Et donc, on a mis en place un protocole sanitaire. Ce protocole sanitaire, évidemment, il repose sur les recommandations du Conseil scientifique, mais il s'est aussi nourri de l'échange que le ministère de l'Éducation nationale, le gouvernement, a eu avec les collectivités locales. Il ne s'agit pas du tout de se défausser de notre responsabilité sur les autres et de dire on vous file le bébé, puis maintenant débrouillez-vous. Il s'agit au contraire de faire remonter du terrain, et ça a été le travail des préfets directement en lien avec les élus locaux dans les territoires, de faire remonter ce qui était faisable, pas faisable, comment est-ce qu'on pouvait s'organiser. Et au fond, notre objectif, il n'est pas d'avoir une rentrée de toutes les écoles et de toutes les écoles et de tous les enfants lundi matin, il est d'avoir une bonne rentrée. Et moi, je préfère qu'il y ait un peu moins d'enfants accueillis, mais qui soient accueillis dans les meilleures conditions sanitaires et que les parents puissent les y envoyer sans crainte, en ayant la conviction que les personnels administratifs, les personnels techniques, les enseignants qui vont les accueillir, les personnels de cantine, au fond, toute la communauté éducative accueille les enfants, non pas pour faire une garderie, mais bien pour leur apporter un accompagnement pédagogique pour leur réussite éducative et aussi dans des conditions de sécurité sanitaire qui seront optimales. Alors évidemment, l'école, elle sera pas comme nous on l'a connue quand on était à l'école ou comme nos enfants l'ont connue. Ce sera une école qui sera différente, avec des rythmes qui sont plus hachés que d'habitude parce qu'ils seront certainement pas nos enfants accueillis du lundi au vendredi. Peut-être que les classes seront mélangées en fonction des enseignants qui sont disponibles parce qu'on a aussi souhaité assurer la sécurité médicale des enseignants. Donc ceux qui ont des fragilités ne reviendront pas travailler en présentiel, ils continueront à le faire à distance. Mais c'est vraiment, on a essayé de co-construire avec les collectivités locales pour essayer de faire en sorte que, au moment de la rentrée, qui va sans doute s'échelonner sur plusieurs jours, et probablement que dans la commune où vous êtes, la rentrée, elle sera pas lundi, ni mardi, ni mercredi, mais peut-être jeudi, mais chaque jour d'école gagné
pour le maximum d'enfants possible. C'est une bonne journée pour le développement des enfants. Oui, notamment pour les enfants qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire ceux qui étaient le plus coupés de l'école. Jean-Michel Blanquer disait que c'était 5 à 10% des enfants qui étaient en décrochage complet avec tout type d'enseignement. Et pour cela, c'est absolument essentiel parce que l'estimation des dégâts sur la vie d'un enfant d'être coupé pendant potentiellement 5 mois dans sa scolarité totalement de l'école sont évidemment inestimables et c'est principalement pour eux qu'il fallait absolument pouvoir démarrer ce déconfinement. Et je veux juste rajouter, quand on dit 5 à 10% des enfants, peut-être c'est un peu abstrait, mais en fait ça veut dire que c'est un demi-million d'enfants en fait qui sont concernés. C'est Je trouve vrai. que c'est un chiffre qui est saisissant parce qu'il y a 12-13 millions d'élèves en France et l'idée qu'il puisse y en avoir 500 000, 600 000, 700 000 qui sont complètement en décrochage, c'est très parlant et ça montre la mesure de la nécessité de les retrouver pour qu'on leur permette de s'épanouir à nouveau à l'école et de réussir leur scolarité, tout simplement. Ouais, t'as bien raison de le dire. Et dans certains territoires, c'est évidemment beaucoup plus que 5 à 10% des enfants, évidemment, sur les territoires qui concentrent le plus de difficultés sociales. Peut-être je conclurai là-dessus. Sibeth, on a été un petit peu plus long que d'habitude, mais il y avait beaucoup Je suis très bavarde, pardon. Donc, c'est très bien et c'est dans un esprit de répondre aux questions posées. Donc, c'est parfait. Je pense que tu as démarré là-dessus, mais en disant la nécessité aussi du déconfinement pour des aspects sociaux, pour les dégâts que peuvent créer cette situation-là. Et je pense que c'est extrêmement important. La République en marche est très attachée à ce qu'on puisse, dans cette période-là, veiller aux populations les plus fragiles, aux populations les plus précaires. Cette semaine encore, le Premier ministre a annoncé une aide spécifique pour les jeunes en situation de précarité. C'est très important. Ce mois aussi, ce sera un mois de versement pour les familles qui bénéficient aujourd'hui du RSA. Il faudra certainement poursuivre cet effort-là pour ceux qui ont des difficultés à nourrir leurs enfants, tout simplement, pour certaines familles. Et c'est évidemment une crise sanitaire, mais aussi une crise sociale, malheureusement, qui va perdurer sur les mois qui viennent, face à laquelle nous faisons face. Voilà, donc je crois que la solidarité, l'union des Français, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important dans la période. Sibeth, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Merci à tous qui avaient suivi ce live. Voilà, j'espère qu'on a pu vous informer du mieux possible. Restez chez vous. Il y a encore quelques jours avant le déconfinement, mais surtout, y compris après, restons prudents, civiques, respectons les gestes barrières. Et c'est comme cela que nous viendrons à bout de ce satané virus. Bonne soirée à tous. Salut!